Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, une émission qui claque avec les sœurs Grosbetti qui nous emmènent sur le plateau de La France a un incroyable talent. On s'intéresse également au monde de la peinture avec Sarah Beauvais, artiste glandoise qui illumine le béton de Gland de sa pâte multicolore. Rencontre également à distance avec Steve Fleury qui surfe sur la vague en résidence artistique actuellement à Gênes. Enfin, on s'intéresse au monde du cinéma, malade lui aussi du Covid, même s'il garde le sourire. On en parle avec le Cinéma Capitole à Nyon. La Table Compagnie Or a fait son passage mardi dernier lors de La France a un incroyable talent. Les Nyonnaises Olivia et Rebecca Grosbetti ont su convaincre, accompagnées de leur troupe de 25 jeunes. Reste à savoir si elles seront convoquées lors des prochaines demi-finales. Le verdict devrait tomber d'ici le 24 novembre prochain. Combien de personnes disent « j'ai participé à Incroyable Talent » en plus en 2020, oui. De toutes les années. Donc voilà, on est super heureuse d'avoir pu vivre cette expérience. Et je pense aussi, pour les élèves, une expérience absolument inoubliable et on la revivra jamais. C'était incroyable. C'est le moment de les voir fond sur scène. Le rideau s'est baissé. Et là, c'est nos élèves qui se placent sur scène. Et on était dans des coulisses séparées, donc on n'était pas ensemble. Et personnellement, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je me disais, oh mon Dieu, ça commence, on ne peut plus rien répéter, ça y est. Tout ce qu'on avait prévu, ça s'est passé comme on l'avait prévu. Donc nous, on était hyper contentes de notre prestation et de la prestation des élèves aussi. Et au niveau énergie, ils sont vraiment donnés à fond. Et notre grande crainte, c'était éventuellement un buzzer rouge. Et maintenant, on a le droit de dire qu'on ne s'est pas fait buzzer rouge. Donc déjà, le soulagement de faire la chorégraphie de A à Z. Ce qu'on voulait faire, c'était donner une image super jeune et fun et colorée et des claquettes. Et je crois que c'est vraiment ce qui s'est dégagé, enfin j'espère. Il y a plusieurs jurys et puis même tout le public quasiment qui était debout en train de danser à partir du milieu et jusqu'à la fin de notre numéro. Alors, le verdict du jury, il était un peu, on va dire, moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a eu des commentaires super positifs, surtout de Hélène et Marianne, qui ont vraiment adoré ce qu'on a fait. En fait, le petit bémol, c'est que on a l'impression que les juges, à part Hélène Ségara, ils n'ont pas compris qu'on était les trolls. Je pense qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et en fait, ils ont même... Je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'on était des Teletubbies. Sugar Sammy, il n'a pas du tout accroché justement avec les perruques. Et pareil pour Éric Antoine, il a plus aimé justement la partie où on est rentré avec les méchants et que l'atmosphère de la chorégraphie changeait. Et du coup... on a eu 3 oui et 1 non. Donc, c'est Sugar Sammy qui a donné le non. Et puis, les 3 autres juges nous ont dit oui. Donc, je dis oui. Vous êtes qualifiés pour la prochaine étape. On se retrouve pour les délibérations. Merci, au revoir. Et pour nous, c'est super d'avoir eu cette visibilité, parce qu'avec les claquettes, c'est difficile des fois d'avoir un peu une médiatisation et d'avoir cette énorme plateforme avec autant de gens qui ont vu notre performance. Je dirais, moi, je suis trop contente, tellement contente d'avoir pu partager notre passion avec autant de gens. Et puis, avec un peu de chance, on va inspirer des jeunes à commencer les claquettes. Palette de couleurs pour la ville de Gland. Sarah Beauvais sublime de sa pâte multicolore la grisaille avec des motifs simples et géométriques inspirés de l'Arinca. L'artiste glandoise a vêtu les escaliers du pont de l'avenue du Mont-Blanc à Gland. Sarah Beauvais, bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous comment est né ce projet. Alors, tout d'abord, il est né parce que la ville de Gland a fait un appel à projet, c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition 2 lieux et tout le monde pouvait venir proposer son projet. Et moi, ces escaliers m'ont plu parce que en fait, c'est haut, c'est grand et l'histoire de peindre sur un escalier, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé sur ce lieu mon projet. Haut, grand, un peu comme une pyramide, c'est ça? Qu'est-ce que vous vouliez en faire? En fait, il y avait quand même des contraintes assez techniques. Déjà, au niveau de la sécurité, c'est mieux de peindre les contre-marches que les marches en tant que telles. On ne sait pas comment... C'est technique.
Il y a des contraintes techniques quand même, toujours. On n'y pense pas, on pense que c'est que des histoires d'inspiration, mais non, il faut un peu regarder tout ce que ça entoure. Donc la technique, j'ai regardé, j'allais plutôt proposer des choses sur les contre-marches. Et puis quand on est en bas de ce rue du Mont Blanc, en fait c'est hyper grand. Et là j'étais là, ok, il faut quelque chose de géométrique, quelque chose de couleur. Et faire du figuratif très, on va dire, réel, ça m'aurait un peu moins plu. Il fallait quelque chose qui habille de manière peut-être géométrique. Et les gens ont vu de l'Inca, mais peut-être que c'était... Voilà. Est-ce que pour vous, ces symboles, ces géométries, elles ont un sens ? Non, elles ont surtout un sens de plaisir, on va dire, à le faire, parce que j'ai beaucoup de plaisir à dessiner là-dessus. Et dessiner ces formes géométriques, c'est quelque chose que je fais souvent... dessiner des formes géométriques quand on parle ou comme ça au téléphone, on gribouille un peu sur son calepin. C'est quoi un état de concentration, d'excitation ? Ça passe par quoi chez vous ? Comment dire, c'est pas de l'excitation, c'est plutôt de dire être attentif à ce que l'autre, par exemple, quand quelqu'un me parle, on est à des séances ou des choses comme ça, les gens parlent, moi je suis en train de gribouiller sur mon cahier. Mon cahier, ça veut pas dire que je suis pas attentive, je suis attentive, mais c'est une force d'introspection un petit peu quand même, de faire ces formes de manière répétée. Et puis, en fait, ça allait super bien avec le lieu. Ces formes répétées, géométriques, qui s'alternent un petit peu, qui se répondent aussi, ça allait super bien avec le lieu. Et j'étais là, pourquoi pas faire ça sur des marches, en fait. Ouais, est-ce que vous avez utilisé cette introspection sur place en regardant, par exemple, les gens marcher, l'ambiance qu'il y avait ? Est-ce que comment vous avez travaillé ? L'introspection sur place, elle est surtout venue, et elle est encore là, parce que toutes les marches ne sont pas encore finies, mais ça passe par des heures où on est assis à faire des traits, et simplement faire des traits et enchaîner, en fait, parce que toutes les marches ont déjà été dessinées à l'avance, donc je sais exactement qu'est-ce que je vais faire où. Et l'introspection, elle est actuellement quand je suis sur place et que je dessine. On vous voit là au travail, on a l'impression que rien ne peut vous déranger, mais pour vous, est-ce que l'art dans l'espace urbain, c'est le même que dans un musée ? Non, pas vraiment, en fait, parce qu'il ne s'adresse pas... Là, c'est un appel à projet, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va habiller la ville et qui doit aussi faire plaisir à tous les utilisateurs de ce lieu. Et du coup, c'est vrai que je l'ai pas fait... Ça m'a fait plaisir de le faire, mais je ne l'ai pas fait que pour mon plaisir. Donc ça veut dire que je me suis un peu adaptée. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait chouette à avoir ici ? Moi, je travaille essentiellement souvent avec du noir et du blanc. Là, je me suis dit, je vais un peu sortir de ce cadre noir et blanc, puis je vais apporter de la couleur, parce que dans une ville grise, un peu dans un espace plein de béton, c'est chouette d'avoir toutes ces couleurs. Un art qui est confronté directement au regard de son public. Comment ça s'est passé sur place ? En fait, sur place, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs. J'ai eu pas mal de passants qui se sont arrêtés, qui ont fait un petit commentaire, c'est chouette et tout. J'ai même des gens qui se sont arrêtés, qui m'ont offert une bière. C'est assez chouette. Et oui, vraiment beaucoup de retours positifs. Et peu importe l'âge, je sais pas, j'ai eu des très jeunes de 14 ans qui étaient en trottinette, comme j'ai eu une petite grand-mère qui s'est arrêtée puis qui a voulu parler de ça. Donc vraiment, ça touche tout le monde. C'est la grand-mère qui vous a apporté la bière ? Non, c'est pas elle. On saura la technique à la maison, retenez bien. Un projet soutenu par la ville aussi pour aider les artistes dans cette période compliquée. Pour vous, comment est-ce que vous vivez cette période ? C'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée, un peu plus incertaine pour tous les milieux culturels. Et le fait que la ville de Gland se démarque en disant mais on va aider, il y a de quoi faire. Et puis, je veux dire, c'est pas un événement où il faut venir. Les gens, c'est dans leur quotidien, donc on peut aussi apporter de l'art au milieu du quotidien. Et c'est hyper chouette d'avoir ce soutien de la ville qui est assez consciente en fait de la réalité. Qu'est-ce que c'est d'être artiste en 2020 pendant des confinements ou des pandémies. Ouais, d'autres projets à venir qui sont en attente aussi. Oui, j'avais une exposition qui devait avoir lieu, qui devait commencer la semaine passée et finir en fin janvier. Ce n'est pas le cas malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Et j'espère qu'elle va être reportée pour printemps 2021.
Et surtout, j'espère avoir des appels à projets pour d'autres fresques dans le milieu urbain, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Et je pense que ça a une vraie plus-value dans la localité qu'on fait ce fresque. Sarah, votre projet est à voir sur les escaliers de l'avenue du Mont-Blanc. Pour qu'on puisse terminer, le nom du projet, mettre un nom sur ces images. Alors, j'ai jamais pensé à un nom. Je pense que rien que la localité suffirait, avenue du Mont-Blanc, on va dire. Mais non, j'ai pas pensé à un nom en tant que tel. L'occasion peut-être ou pas de voyager, avec un nom que chacun peut créer. Sarah Beauvais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Plongé dans l'univers artistique de Steve Fleury, hier, nous réalisions une interview à distance avec l'artiste actuellement en résidence artistique à Gênes, en Italie. Avant de revenir à Nyon pour une exposition mi-décembre à Haye, l'artiste nous confie son projet et ses réflexions. Comment se réinventer et aller à la rencontre de l'autre alors que la situation exige de la distance. Salut Steve, merci d'être avec nous. Salut. En direct de Gênes, alors combien de kilos est-ce que tu as pris ? Pas beaucoup, j'ai bien géré quoi. Je gère bien entre les pâtes et puis la viande. Tu es resté sage, ce qui prouve que tu as passablement bien travaillé. Donc là, en ce moment, tu nous parles depuis l'atelier. Comment ça se passe ? Eh ben, ça se passe bien. Il faut toujours un peu se réinventer et puis réfléchir avec la situation actuelle. Mais c'était déjà technique d'arriver, de trouver les espaces, de comprendre mon travail, mon futur travail, de faire de la peinture et tout. Et puis aussi, à côté de ça, de mettre le sport là-dedans, c'était dur d'engranger ces deux trucs et puis de trouver la voie, quoi. Ouais, tu avais pour idée d'aller à la rencontre des gens dans les bars, un peu dans la rue. Donc ça, tu as un peu dû changer au vu des conditions sanitaires, c'est ça ? Ouais, mon but au début, c'était de raconter un peu quand je vais dans un lieu pour surfer ou que je passe du temps à un endroit, tout d'un coup, il y a des visages qu'on voit tous les jours, la personne au magasin ou voilà, au café. Et puis, c'était un peu de pouvoir prendre des portraits de ces gens et puis après les redessiner. Mais au vu de la situation actuelle, c'est pas très drôle de faire des portraits comme ça. Et on n'entend pas très bien. Donc, du coup, c'était plus dur pour communiquer. Tout le monde a un peu peur. Puis, c'est pas ma langue, donc c'est dur de leur demander de changer. Donc, j'ai décidé de changer un peu ma route. Ouais. Derrière toi ou devant toi, je ne sais pas exactement, il y a quand même quelques portraits. Est-ce que tu peux nous les montrer et raconter un peu leur histoire ? Ouais, alors, en fait, moi, je fais des portraits des gens que je connais. Alors, quand je pars comme ça, un peu au crayon sur certains portraits, tu vois. Et puis après, là, c'est toute ma série de portraits de gens qui sont proches de moi. Et puis, ça, c'est vraiment mon travail actuel, c'est de travailler ces portraits de gens qui sont mon entourage, mais qui sont aussi toujours des pièces rapportées. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. On ne peut pas être hyper heureux. C'est pas comme si on avait gagné d'être dans un portrait ou tout, mais c'est plus... des fois, tout d'un coup, c'est le moment de le faire, où j'ai un portrait, j'ai pu prendre en photo la personne, et puis je peux le faire, quoi. Ouais, et puis après, je travaille comme ça, sur un bout de bois, et puis je vais colorier avec des couleurs, essayer de repérer à l'intérieur. Ouais. Le moment de le faire, c'est-à-dire, c'est quand le moment de le faire ? Qu'est-ce que tu recherches ? Au fait, tous ces portraits, moi je suis souvent en voyage ou sur la route, donc il y a tous ces visages, des gens qui m'écrivent des messages ou des trucs, donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Il faut juste aussi que j'aie le matériau pour pouvoir dessiner la personne. Ça veut dire qu'il me faut un portrait que je trouve réaliste de la personne, où il est bien, pas un truc forcé comme ça. Ouais. J'ai l'impression que les traits sont assez durs, mais tu as gardé la touche colorée. Est-ce que finalement ça reflète aussi un peu l'ambiance qui règne ? Non, c'est un peu mon style de dessin. Moi, j'aime bien avoir les traits qui définissent le portrait ou le paysage. Et puis après, la colorisation, c'est autre chose à l'intérieur. C'est plus un truc des aspects de mettre les formes, de mettre les volumes. Mais ce qui est toujours dur pour moi, c'est de ne pas être trop précis. Parce que si on veut être hyper précis, pour finir, le mieux, c'est de faire une photo. Et moi, j'aime bien que tout le coup, mon portrait, il y ait un œil comme ça ou un peu en dessous.
et puis que ce soit un peu plus frais que de trop travailler, quoi. Ouais, un peu à la Picasso? Ouais, on peut dire un peu à la Picasso, mais je crois que c'est plutôt un style, ça veut dire de un peu déconstruire le dessin et puis d'avoir du plaisir à le faire, d'être dans le regard, plutôt que sur la feuille en train d'être dans la précision. Alors tu as passé 2 mois sur 3 à Gênes. Pour terminer le prochain mois, quels sont tes projets, ton programme? Eh ben, là, je me suis chauffé, donc la pente, elle était comme ça, et puis maintenant, il faut qu'elle devienne comme ça, et puis que je rentre avec tellement de tableaux que je ne puisse pas les mettre dans ma voiture. Non, mais je continue à peindre beaucoup, je fais des expériences de peinture où je fais des essais, et puis je continue à aller sur l'eau, à pratiquer mon sport régulièrement. Donc tu es allé en voiture? Ouais, je suis descendu en voiture parce que j'avais trop de planches à prendre et tout, quoi. Mais heureusement, parce que vu les temps actuels, je ne sais pas si je serais remonté. On se réjouit de te retrouver à Nyon. Avant de te lâcher, j'espère que tu as fait des efforts en italien. Les 3 mots que tu as pu apprendre. Ça c'est dur. Je suis vraiment une pive en italien, mais je peux dire ciao, il pasta ragazzi. Bon, c'est pas fameux, Steve. On compte sur toi pour ce dernier mois. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Ciao. Le monde du cinéma est malade lui aussi du Covid. Les salles de cinéma se désespèrent alors que les studios hollywoodiens reportent la sortie de leur blockbuster. On en parle, quel est le cas ici à Nyon, et on en parle avec nos invités. Adel Benfarhat, vous êtes le gérant du Cinéma Capitole de Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également Patrick Dantan, programmateur de cinéma. Bonjour Patrick. Bonjour, merci à vous de l'invitation. Avec grand plaisir. Vous gardez le sourire tous les deux, ça fait du bien parce qu'en ce moment, chez les cinémas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, voilà. On a malheureusement de nouveau une fermeture depuis, ça fait une dizaine de jours. C'est très difficile. On ne peut pas se permettre de fermer tous les 2-3 mois les cinémas. C'est pas possible, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Il faut maintenant la Confédération, le canton qui prennent compte de ça. Est-ce que vous êtes entendu, justement? Alors, on va dire au niveau local, oui. On est en négociation avec la ville de Nyon. On essaie de trouver une solution au niveau de loyer. On essaie de nous amener un peu de travail, entre guillemets, essayer de soutenir au niveau logistique, négociation avec la régie, comme je dis, avec les propriétaires. On attend l'aide au niveau cantonal. On a posé un dossier, j'espère que ça sera assez rapidement. Et au niveau fédéral aussi, on a besoin d'une aide parce que le secteur du cinéma, c'est un secteur, on va dire, entre guillemets, qui souffre le plus dans cette période difficile. Bien entendu, avec les théâtres, avec les restaurations, on ne va pas dire qu'il y a que nous, mais on est quand même touché énormément. On a une perte qui s'élève entre 50 voire jusqu'à 70%. Et ça, il y a un coût énorme pour nous. Si on n'a pas un soutien assez rapidement, je ne veux pas dire qu'on va disparaître, mais il faut qu'ils nous soutiennent pour qu'on arrive à tenir et passer cette période difficile, en tout cas jusqu'à le printemps. Ouais, une période difficile et pourtant les gens en ont besoin du cinéma. Patrick, on avait vu, après cette première période de semi-confinement, le public était revenu. Oui, il y a certains films qui ont vraiment rattiré du monde de nouveau. Moi, j'ai senti, je trouve, sur certains films qu'il y a vraiment eu l'envie de revenir au cinéma. Il y a Tenet, distribué par Warner, qui finalement a fait une belle carrière en Suisse pour un film un peu compliqué, qui n'est pas forcément le gros film tout public qu'on peut imaginer de prime abord, quoi. Donc le film, il a vraiment eu un beau succès. Yakari aussi a attiré du monde dans les salles, le public familial. Là, juste avant la refermeture, le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, a trouvé son public aussi. Excellent film, cela dit. Donc je trouve vraiment... Cette refermeture était vraiment dommage parce qu'on sentait que ça pouvait reprendre vraiment et qu'il y avait toujours... le cinéma avait toujours une place dans les loisirs des gens, dans leur envie, et ça faisait vraiment plaisir, quoi. Ouais, ça faisait du bien de pouvoir retrouver justement le cinéma. Après être à la maison, on a pu voir plein de films à la maison, mais finalement, Adèle, pourquoi le cinéma il est important?
Il est important au niveau social déjà. Hein. C'est une sortie, le restaurant, après le cinéma, c'est une tradition presque. Hein. C'est une tradition. C'est rester à la maison, confiné à regarder certaines plateformes tous les soirs. Au bout d'un moment, on a besoin de cette sortie, on a besoin du cinéma, on a besoin de cette offre culturelle qui est le cinéma ou le théâtre. Aujourd'hui, qu'est-ce que le public nyonnais, par exemple, il vous dit quand il vient au cinéma? Est-ce qu'on voit que justement il est demandeur? Oui, il y a une demande de notre public. Il nous soutient. Hein. Il y a des gens qui nous soutiennent énormément. Et ils viennent au cinéma pour nous soutenir. Hein. Des fois, on n'a pas grand-chose. Il y a eu des périodes où on n'a pas grand-chose à offrir. Malheureusement, le tournage sur certains trucs, sur certains films qu'ils n'ont pas sortis. Et il y a des publics qui viennent, qui attendent quand on revient à la normale pour profiter de notre offre. Patrick Dantan, de quel œil est-ce que vous voyez tout ça? Parce qu'on peut se dire qu'évidemment, toutes les réalisations de films prennent du retard. De quelle manière est-ce que ça va impacter le monde du cinéma? Alors en fait, c'est pas, le problème n'est pas seulement le retard que ça prend, le problème c'est la décision des distributeurs de ne pas sortir les films. Et une distribution qui est mondialisée au niveau des gros blockbusters. Donc ça, c'est un souci, c'est-à-dire que nous, on se retrouve avec moins de produits. Enfin, je ne devrais pas dire moins de produits, mais on se retrouve avec des produits qui n'ont pas le même appel auprès du public. Donc du coup, on va s'adresser aux cinéphiles, à ceux qui vont vraiment chercher à découvrir des choses. Je dirais que, paradoxalement... Quelque part, c'est une opportunité de découvrir de nouveaux genres, un nouveau genre de cinéma. Moi j'ai envie de dire, paradoxalement, c'est un super moment quand les salles sont ouvertes pour aller au cinéma maintenant, parce que du coup, on va pouvoir découvrir des petites perles qu'on ne verra pas le reste du temps, qui vont peut-être rester plus longtemps à l'affiche, qui vont avoir des fenêtres comme ça de programmation plus longues. Et c'est vraiment l'occasion pour les cinéphiles de découvrir ces autres films, cet autre cinéma-là, autre que blockbuster, grosse comédie française et ce genre de choses-là. Mais malheureusement, voilà, les gens, il y a toujours quand même, on sent quand même parfois peut-être une réticence à dépenser de l'argent sans savoir ce qu'on va voir exactement, ce genre de choses-là. Et puis, c'est vrai que ce que la salle propose aussi par rapport à ce que disait Adèle, c'est vrai, c'est le côté convivial. Et du coup, c'est ce qui souffre peut-être le plus au niveau du Covid actuellement. C'est-à-dire que la convivialité, nous, c'est ce qu'on peut proposer aussi, en plus des qualités techniques de la projection et de ce qu'on offre. Mais du coup, ça souffre. Et puis, du coup, on manque vraiment de blockbusters et du coup, de rendez-vous aussi. Parce que, par exemple, là, on ne sait pas sur un film d'animation à Noël. Et ça, c'est quand même un rendez-vous, on va dire, habituel pour les gens, mais vraiment incontournable. Le film d'animation en famille à Noël. On va en parler d'ici quelques instants justement de cette programmation de Noël, mais du coup, ça permet aussi de voir du local. Hein. Vous avez eu 3 réalisateurs nyonnais qui ont proposé The Klinsman, je crois que c'était ça le nom de leur film. Ils ont eu un énorme succès. Hein. C'est un court-métrage qui était chouette. Ils ont amené du monde, hein, malgré la situation difficile. Hein, ils ont réussi à amener du monde. Comment c'est possible de faire venir du monde dans les cinémas aussi en créant des événements? Est-ce que là, vous ne voyez pas aussi une manière de changer la forme de présenter le cinéma en proposant un événement autour du cinéma? Exactement. On a déjà pas mal d'événements, hein, qu'il soit les Monde de Movie, qu'il soit les ciné-clubs, qu'il soit le Vision de Réel, les ciné-seniors, les cinématins. On a énormément. Il y a Patrick qui peut parler de ça, surtout si sa programmation à lui. Hein. Mais on fait pas mal d'offres au niveau local et... On se réjouit donc de retrouver ce cinéma et ça sera pour Noël, justement, Patrick. Comment est-ce que vous avez préparé cette programmation pour Noël? Alors, on va un peu voir qu'est-ce qui va être proposé à partir du moment où les cinémas vont rouvrir, quels sont les films qu'on pourra jouer. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup, comme disait Adèle, sur des événements. On a travaillé énormément. Là, il y a plein d'événements qui, suite à la deuxième fermeture, ont été annulés. Il y a des projections qui devaient avoir lieu, des événements, des gens qui devaient venir présenter leurs films, ce genre de choses qui ont été malheureusement annulées. Donc on a vraiment conscience que c'est à travers aussi ce changement-là, le fait de proposer des choses nouvelles,
c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal de temps déjà, mais qu'on va encore accentuer. Donc je pense que sur la réouverture, il y aura ça. Et puis on va regarder avec le catalogue qui sera disponible. On ne peut pas faire beaucoup plus autrement. Voilà, on va essayer d'être créatif, de proposer des choses que les gens ont envie de venir voir et puis d'essayer de trouver des films qui correspondront un petit peu à ce que les gens cherchent aussi sur la période des fêtes. Il y aura quelques comédies, des choses comme ça aussi, quoi. On va profiter de votre venue pour avoir quelques conseils. Donc Adèle, commencez déjà à réfléchir parce que je vais commencer avec Patrick. Mais quel est le film que vous conseillez absolument à voir? Donc vous réfléchissez et je reviens. Voilà, parce que Patrick, on sait que vous êtes le pro, vous l'avez déjà dans la tête, c'est ça, forcément. On va avoir du temps à la maison. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir? Mais à la maison, ah oui, c'est qu'ici, c'est un peu embêtant parce que oui, là... on doit patienter jusqu'à l'ouverture, donc qu'est-ce qu'on fait? Là, voilà, à la maison, c'est plus difficile parce que je suis moins au fait de ce qu'il y a sur les plateformes. Moi, ce que je fais maintenant, je profite de regarder les grands classiques du cinéma. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, j'ai des lacunes dans ma cinéphilie. Et puis, je profite de regarder des grands classiques, les films de 3 heures dont on n'a jamais le temps de voir, enfin, ce genre de choses et tout. Mais vous avez un top 3 ? Ça va être long. Là, par exemple, je viens de revoir Les 7 samouraïs de Kurosawa, film noir et blanc, 3 heures, mais qui est absolument du cinéma de folie, avec un acteur principal qui a un jeu vraiment absolument dingue, quoi. Et du coup, ça a été une belle découverte de redécouvrir ce film plus ancien, mais qui fait partie des grands classiques. Donc moi, c'est mon plaisir actuellement, c'est de voir un petit peu ça. Et puis, dès que les cinémas rouvriront, j'encourage les gens à aller voir le Albert Dupontel, Adieu les cons, qui est un film hyper bouleversant, hyper original, et puis qui rentre un petit peu dans le système, et puis qui dénonce certaines choses. Et ça, je trouve que c'est un tout qui fait que c'est un des tout grands films français qui est sorti ces dernières années. Je sens que vous avez choisi l'option à Adèle, c'est ça? Non. C'est presque exactement, c'est ça que j'allais dire. Voilà, Adieu les cons, j'ai eu l'occasion de le voir juste avant qu'on ferme les cinémas. Et c'est un film, il est magnifique, c'est vraiment à voir. C'est un film à voir. Merci beaucoup, Adèle Ben-Farrar, gérant du Capitole, Patrick Danton, programmateur de cinéma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Avec plaisir, merci. Merci, avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures, vous le savez.